Une fois de plus, bonsoir. Comme j'ai annoncé à l'introduction de notre émission de ce soir, l'émission La Grande Interview, émettant depuis Wenze Manzanza, un quartier de Brazzaville, la capitale du Congo, et ici dans notre studio 1, avec le député de Mongali 1. Avec lui, nous allons parler de problèmes qui concernent le monde, donc international, et puis les problèmes sociaux, politiques et économiques de notre cher pays, le Congo. Monsieur Mouani est déjà arrivé ici, mais c'est la deuxième fois qu'il arrive pour discuter. Et cette fois-ci, nous n'allions pas commencer avec des problèmes nationaux. Je sais, sur la page Facebook, on découvre que monsieur Ediver Mouani est très populaire parce qu'à peine inscrit qu'il serait l'invité de ce soir, on a un pluie de questions pour lui poser. Mais nous n'allions pas commencer avec la question que vous connaissez tous. Il n'est pas arrivé ici pour parler uniquement de la Constitution. Nous allons voir aussi pour voir s'il a la capacité de parler des choses qui est hors de nos frontières. Monsieur Aimé Ediver Mouani, soyez les bienvenus. Bonsoir, monsieur Lismith. Vous êtes député de Mongali 1. Comment votre circonscription elle se porte comment? Jusqu'ici, il n'y a pas encore d'autres événements qui puissent contredire le fait que je sois le député de Mongali. Donc, je peux tout simplement vous dire que la circonscription en elle-même se porte bien. Elle se porte bien. Bon, on va aller au vif de notre sujet. D'abord, c'est l'actualité internationale. Est-ce que vous vous intéressez même à l'actualité internationale? Bon, pour déjà un citoyen du monde, vous le savez aussi bien que avec l'outil dont vous venez de citer tout à l'heure, il est difficile que l'on puisse pas s'intéresser à l'international. C'est lié. Oui, je m'y intéresse. Vous vous intéressez, c'est normal, vous êtes sur Facebook, Twitter, donc vous êtes un député moderne, parce qu'on sait souvent que l'Assemblée nationale et le Sénat, c'est souvent les doctorats. Quand vous arrivez là-bas, vous dormez beaucoup. Bon, maintenant, on va voir, avant de parler un peu de ce qui se passe là-bas, parlons un peu sur l'aspect international. On va d'abord commencer sur l'Afrique. Est-ce que vous êtes au courant de la visite de John Kerry en Afrique? Oui, je l'ai suivi et oui, comme tout secrétaire d'État américain, il est en déplacement pas pour le Congo ou pour admirer les pays en visite, mais plutôt pour véhiculer un message de la politique américaine. Voilà. Il est donc dans son rôle. Il est dans son rôle. À propos de ce message, que pensez-vous ou quelle interprétation vous donnez aux propos qu'il a tenus en face en République démocratique du Congo? C'est un pays frère, les capitales les plus proches au monde, en disant que M. Kabila Joseph Kabange est jeune, il n'a que 42 ans, il faut qu'il respecte la Constitution, donc il faut qu'il parte. Bon, je pense que peut-être il n'a pas dit les choses en ces termes, le connaissant intelligent. Il a dû peut-être employer une autre formule, mais ça sous-entendait à cela. Oui, moi j'ai quand même suivi, il a dit Kabila est jeune, tout à fait. Oui, donc il faut qu'il parte, tout à fait, mais, il faut qu'il respecte la Constitution. Le problème ici, c'est pas ce que moi je pense de ce qu'aurait dit M. John Kerry, mais c'est plutôt aux Africains de commencer la réflexion consistant, n'est-ce pas, à savoir où est leur place réellement dans ce monde. Est-ce que on est des sous-nations ou on a toute notre souveraineté? Donc, en ce moment-là, quand ces questions-là seront dissipées, et on pourra par la suite définir la politique que l'Afrique devrait, n'est-ce pas, mener pour l'avenir. Oui. Mais je voudrais revenir sur ça. Je comprends que vous voulez maintenant parler de l'Afrique. Non, je parle de vous. Vous êtes un député national ici au Congo. Vous êtes africain. John Kerry a dit que Joseph Kabila doit respecter la constitution de son pays. Et là-bas, c'est 2 mandats, donc il doit partir. Si c'est un ordre, je pense que c'est maladroit. Mais si c'est un conseil, je pense que le gouvernement zaïrois, que je respecte, enfin, ce n'est plus zaïrois, Congolais démocratique, excusez-moi, que je respecte, saura, le moment venu, y tirer profit. Si c'est pour l'intérêt de leur peuple ou de leur nation, pourquoi ne pas modifier cette constitution?
Si c'est pour l'intérêt personnel de M. Kabila, bon, à ce moment-là, c'est à eux de fixer eux-mêmes, en tant que Congolais démocratiques, leurs propres règles de jeu. Bon, en tant que personne individuelle, vous êtes quelqu'un qui respecte la loi. La loi du Congo démocratique dit que le mandat pour un président, c'est 2 mandats. Et Lambert Mende Omalanga, qui est leur porte-parole, le ministre de la Communication et des Médias, a dit le président Kabila n'a pas besoin à chaque moment de rappeler qu'il va respecter la Constitution. Je vous pose la question autrement. Quand John Kerry dit cela, ça vous réconforte en tant que légaliste que Kabila doit respecter les 2 mandats qu'il a et puis non? Monsieur Lee Smith, je venais de vous le dire, sauf respect pour ce président qui incarne le pouvoir dans ce grand pays, que je pourrais moi me prêter au même jeu que John Kerry, mais sinon, en ce qui me concerne, je pense que c'est un grand pays et ils aspirent comme tout le monde au bien-être. Donc, le moment venu, ce grand peuple saura fixer ses propres règles de jeu. Donc, il ne dépend pas ou il ne nous incombe pas à nous d'y aller pour dicter ce qui serait la bonne voie à suivre. C'est des intellectuels ou lettrés pour certains. Ils sont en capacité de réflexion, donc sûrement ils sauront se pencher sur ce qui serait mieux pour l'ensemble des Congolais démocratiques. Ce qui serait mieux pour vous, pour conclure cette question, vous allez me répondre oui ou non. Respecter la Constitution ou la tripatouiller? Je ne sais pas quelle est la Constitution qu'on ne doit pas respecter. La Constitution de la RDC. Pourquoi tripatouiller quelque chose que vous avez vous-même conçu? Moi, je pense que le problème ne se pose pas. Donc on ne doit pas, je vous comprends, donc si je vous entends bien, on ne doit pas toucher la Constitution. Je ne sais pas, c'est assez ambigu de parler de la Constitution et en même temps du président Kabila. Ici, nous parlons de la Constitution. Oui. Si ils le veulent, c'est qu'il y a bien de raisons. N'oubliez pas que la Constitution française a été amendée plus de 20 fois. Donc, n'empêche que les Congolais démocratiques, voilà, en fassent autant. Donc, ça, moi, j'appelle ça de l'ingérence. Hein, c'est l'abus d'autorité, c'est de l'arrogance que nos partenaires, frères des autres continents ont de pouvoir aussi sûrement parvenir à dire des choses comme ça dans notre continent. Ce qui n'est pas, je peux dire, si je peux me permettre, faisable à l'inverse. Ce qui n'est pas faisable à l'inverse. Ça aurait été vrai, monsieur le député, si au sein en République démocratique du Congo, tout le monde était d'accord qu'on reste la Constitution ou on change. Mais l'opposition dit que l'opposition est content, l'opposition dit qu'il faut qu'on aide Joseph Kabila à rester la Constitution. Monsieur Lee Smith, je venais de vous le dire que je ne peux pas, moi, me substituer aux gendarmes du monde. L'Amérique est dans son rôle et il n'y a qu'à voir le passage de l'Amérique dans le monde pour comprendre et pouvoir tirer les leçons. Donc, ce grand peuple, aujourd'hui, a intérêt de réfléchir pour savoir ce qui serait mieux pour eux. Et moi, je n'ai plus d'autres commentaires à faire là-dessus. D'accord, vous n'avez plus d'autres commentaires à faire. Je reviens sur la crise de la République centrafricaine. C'est un pays où le Congo a participé énormément en termes financiers et puis en termes d'hommes. Que pensez-vous? Est-ce que la République centrafricaine, c'est un pays sans espoir ou il y a un espoir? Comme on dit, quand on vit, il y a toujours de l'espoir. Et maintenant, c'est aux hommes centrafricains qui y vivent, qui se reconnaissent comme tels, de commencer la réflexion consistant à savoir ce qui serait mieux pour eux aussi. Est-ce que c'est en s'entretuant? Est-ce que c'est en
en se repoussant, en saillissant, qu'on devient plus centrafricain que l'autre. Bon, si ce n'est pas la bonne voie, ni la bonne réponse, je pense qu'il est grand temps, maintenant qu'il y a plus de morts, que ces centrafricains commencent aussi, eux, parce que c'est à eux d'aider les différents organismes qui sont sur le terrain, que ce soit la MISCA, l'ONU ou je ne sais pas quoi. C'est à eux d'abord, les centrafricains, en conscience de commencer le premier pas, celui de la réconciliation, du pardon, du dépassement. Ce n'est qu'après tout cela que les autres organismes secouristes pourront après eux arriver à faire mieux leur travail. Parce qu'il ne peut y avoir jugement aujourd'hui là où règne le chaos. Là où règne le chaos. Vous êtes député national et la République du Congo en a investi massivement. Si mes chiffres sont bonnes, aux environs de 35 milliards. Oui. Et qu'est-ce que le Congo a eu en retour? Excusez-moi, il fait chaud. Mais, je comprends. Qu'est-ce que le Congo a eu en retour? On a mis à peu près 30 milliards ou 35, je ne sais pas. On a perdu environ 6 ou 7 hommes déjà là-bas. Les familles en souffrent. Qu'est-ce que nous, le Congo... Il faut déjà reconnaître que c'est avenant de la part des Congolais de se mettre à contribution pour un pays frère. Un pays frère qui devient comme un gouffre à sous, parce qu'on ne voit rien. Il se tue toujours. Ce qui arrive aux Centrafricains aujourd'hui est arrivé aux Congolais hier. N'ayons pas la mémoire courte, comme certains aujourd'hui qui souffriraient, n'est-ce pas, d'une sorte d'anoxie pour oublier les faits historiques. Oui, mais, donc, mais je demande, qu'est-ce que vous, à la fin, est-ce qu'on vous a même d'abord consulté? Est-ce que vous étiez consulté pour savoir qu'on veut donner 25 milliards là-bas, encore 5 milliards dernièrement? Je vous arrête en vous répondant de la manière la plus succincte, oui, pour que vous compreniez l'essentiel. Oui. Nous sommes dans une juxtaposition de pouvoir. OK? Quand l'instance première, qui est l'instance de la présidence de la République, décide, nous prenons acte. Donc vous êtes vous n'avez pas un rôle à jouer. Donc la présidence décide. La présidence a décidé, l'exécutif a validé. Je pense qu'après, voilà, on n'est pas comme aux États-Unis où ce même régime présidentiel s'appuie tout d'abord sur le Congrès. Le Congrès. Ici, c'est pas la même chose. Donc, il faut comprendre aussi que notre Constitution, au sortir de la guerre, a été faite pour le rétablissement de l'ordre. Donc, comprenez, face à ça, maintenant, avec l'évolution, avec la calmie, la paix, et tout ce que nous... Non, on va arriver sur cet aspect. Non, mais j'arrive pour oui. vous dire, monsieur, que on ne conteste pas la décision du chef de l'État, mais on prend acte. Vous prenez acte. Voilà. Le chef de l'État peut décider aujourd'hui que bon, nous prenons acte, donne l'argent au Niger. Au nom de la juxtaposition de pouvoir, nous prenons acte. Donc ça atteste ce que d'autres gens disent, que vous, les députés, vous ne servez à rien. Je le leur concède. Donc sur la République centrafricaine, vous soutenez la position exécutive que on continue à donner de l'argent, même si on ne profite rien. Bon, je ne sais pas quel est réellement le profit qu'on pourra tirer d'un État embrasé. Bon, maintenant c'est à vous déjà, quand vous posez la question de savoir est-ce qu'on peut réellement tirer profit lorsqu'un État brûle. Bon, donc je pense que c'est, à mon niveau, je pense qu'on l'a fait en termes d'aide. Donc on est venu au secours un peu prêter main forte aux voisins. Voilà. Mais on est en train de perdre là, parce que John Kerry est arrivé ici, il n'a même pas mentionné un mot au nom du président de la République. Il a au contraire félicité José Eduardo dos Santos de l'Angola. Est-ce que là, on n'est pas en train de jeter l'argent des Congolais chez les gens qui... Et puis personne ne nous apprécie? Je ne suis pas américain. C'est un pays que j'admire beaucoup. Mais
comprenez une chose, si vous ne l'avez pas encore compris, aujourd'hui j'aimerais par ma voix que vous compreniez que les Américains et l'Amérique ne font que sa politique. Donc, les Américains et l'Amérique ne font que ça leur politique. Voilà, donc l'Amérique est dans son rôle. Donc vous ne voyez pas que dans le rôle aujourd'hui, si l'Amérique pense avoir profit ici au Congo, au nom d'un intérêt quelconque, M. John Kerry, un homme aussi intelligent que j'admire parce qu'il parle plusieurs langues et il sait bien agencer les choses, ne pouvait pas omettre, n'est-ce pas, de prononcer ou sinon de citer ne serait-ce qu'une seule fois le nom du médiateur qui est le président de Sassou Nguesso. Bon, s'il ne l'a pas fait, ça vous a fâché, vous individu? Non, même pas du tout. On ne doit pas dicter aux États-Unis ce qui serait. Est-ce que c'était un non-événement pour vous, le fait que c'est un non-événement? C'est comme aujourd'hui notre ministre des Affaires étrangères, Ikwebe, il peut se déplacer au Venezuela et ne pas citer l'Amérique comme puissance en parlant de la Chine. Donc ça arrive, ça, c'est peut-être des failles qui existent. On est humain, hein? Le parfait n'étant pas déjà humain, donc comprenez qu'on est des fois appelé à oublier, et puis bon, c'est pas trop grave. D'accord, mais autre sujet qu'on va discuter, c'est là où je voudrais voir, je trouve que vous, monsieur le député, vous connaissez le monde, la Russie, et puis en particulier l'Ukraine. Qu'est-ce que vous en pensez de ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui? C'est le retour du grand Russie dictatorial qui veut détruire un pays démocratique qui est l'Ukraine, n'est-ce pas? J'ai encore bonne mémoire, je crois savoir que la Russie est aussi un État démocratique. Hein. Poutine n'est pas là par hasard. Une drôle de démocratie. Je me dis drôle de démocratie ou pas, mais nous avons des exemples où la démocratie a triomphé et après les militaires sont redevenus en force. Mais comme où, par exemple? Comme l'Égypte, les gendarmes du monde, on assiste à une omerta de la part de ces gendarmes du monde. Donc, ne rentrons pas dans ce jeu où nous sommes... On va parler de l'Égypte après. Nous sommes... C'est un exemple, hein, juste pour... Parlons de l'Ukraine. Juste à titre... d'exemple. Voilà, illustratif, oui. Donc, la Russie, un pays totalitaire, pourquoi elle veut mettre en mal une jeune démocratie comme l'Ukraine? Je ne présenterai pas les choses comme ça. Je pense plutôt que le peuple ukrainien, disons le peuple ukrainien, bon, vous savez, quand vous êtes dans l'émotivisme permanent, le volontarisme aussi n'est pas trop loin. Donc ça laisse un peu de côté tout ce qui est du ressort d'éthique, la règle, tout ça, et puis bon, vous vous embrouillez facilement. Moi je pense, pour un pays qui longtemps, depuis toujours, a frappé à la porte de l'Union européenne, on ne l'a jamais répondu favorablement. Et l'Ukraine traversait, n'est-ce pas, une crise sans précédent. A encore tendu Niakovic ou Niakovic là. Il a tendu la main à l'Occident. L'Occident ne lui a rien donné. Les FMI, vous connaissez comment ça se passe, même si en Afrique, vous savez comment se comporte les FMI. Alors, Poutine, à côté, a répondu favorablement à cette demande, à l'auteur de 15 milliards. En lui octroyant 3 milliards. Voilà le problème. Mettez-vous à la place de ce chef d'État qui a pour but de veiller sur le bien-être de son pays, de son peuple. Un chef d'État corrompu qui avait un grand villa. Ça, je vous laisse totalement comment dirais-je, l'originalité de ces mots. Et moi, ce que moi je veux dire ici, que c'est un chef d'État, corrompu ou pas, ça je vous le concède. En ce que je sais, c'est un chef d'État qui cherche à solutionner, n'est-ce pas, les problèmes de son pays, à savoir la précarité, le système de... Voilà, tout cela était mal. Les signaux étaient rouges. Et ce que moi je sais, l'FMI n'a pas répondu favorablement. Et c'est Poutine qui a ouvert son coffre-fort pour faire un geste à son voisin. N'oubliez pas que c'est le même peuple, oui. À son frère. Et en ce moment-là,
Il y en a de ceux qui se sont mis à trémousser ici et là pour créer ce que vous savez. Non, bon, non, dites-nous, qui se sont trémoussés pour créer ce mais il y a eu, il ne faut pas oublier non plus l'histoire de l'Ukraine. Il y a un côté du sud de l'Ukraine qui a collaboré avec les nazis. Oui, ça c'est dans les années 40. Mais l'histoire reste. C'est bien de parler de l'autre lorsque ça ne te concerne pas. Et ça, c'est resté dans la tête des russophones qui ont bataillé contre cela et aujourd'hui voient la montée de ces mêmes gens qui, bon, ma foi, pour eux, étaient des gens à ne pas, comment dirais-je, embrasser. Oui. Donc aujourd'hui, c'est quand même complexe, c'est pas bien de... D'accord, c'est complexe. Je vais poser une autre question concernant la Russie. L'occupation de la Russie de la Crimée, c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose? N'oubliez pas que la Crimée est d'abord, c'était un État russe d'abord. Oui, mais... C'est russe, c'est comment on l'appelle? Que Khrouchtchev a remis à 45. Bon, en 54. En 54, oui. A remis, si mes calculs sont bons, en 54 l'a donné à l'Ukraine, parce qu'il y a au nord de l'Union soviétique. Oui, mais est-ce que c'est une bonne chose? Aujourd'hui, si ça revient du côté russe, ce n'est que justifié. Avec le voyeurisme. Il n'y a pas de voyeurisme là-dessus, il n'y a pas de voyeurisme. Donc, quelque chose. L'occupation de je pense que même la communauté internationale. Est-ce que vous soutenez? Je dis même la communauté internationale l'aurait compris. Et ça, si ce n'était que la Crimée, ça ne poserait aucun problème. Donc, vous soutenez l'occupation de la Crimée? S'il n'y a pas d'occupation de la Crimée, la Crimée était d'abord comment dirais-je, une partie indépendante de l'autorité de Kiev. Donc aujourd'hui, au nom de cette même indépendance, a voulu se rallier, donc repartir comme une de fédération russe. Il n'y a pas de problème. Donc vous soutenez le retour à la mère patrie? Je ne soutiens rien, mais je constate tout simplement que ce peuple a désiré, ils étaient déjà autonomes. Mais qui est mauvais dedans? C'est l'Amérique qui est mauvais. Qui est mauvais dedans? C'est ceux-là qui n'ont pas attendu, puisque Yakovitch, il n'y avait plus rien. J'ai cru voir 4 ministres des Affaires étrangères. Ils sont venus pour que les gens se calment. Il y avait des élections, Yakovitch devait être battu au nom, soi-disant, de cette coalition. Mais vous l'avez chassé de force. Qui l'a chassé? C'est le peuple qui l'a chassé. Ceux de Kiev l'ont chassé de force. Donc aujourd'hui, c'est le peuple qui l'a chassé. Nous sommes en train de vivre la même similarité à l'Est. Donc je ne vois pas, si vraiment on veut être juste, pourquoi condamner l'Est et ne pas hier condamner le Sud. Voilà. D'accord. Bon, revenons maintenant sur le problème actuel. Oui. Je me rappelle que vous êtes le chef du CPR. C'est vous le... Oui, le club Perspective et Réalité, oui. Oui. Alors, parlons sur le problème de la Constitution. Oui. Quelle est votre position? Vous êtes pour le changement ou non? Mais vous le saviez, monsieur... Je ne sais rien. Non, vous le savez, parce que j'ai déjà été ici avec vous. Les positions peuvent changer, monsieur. Ça peut évoluer, mais jusqu'ici, ça a bien évolué. Oui. Dans la mesure où... En termes de changement, vous êtes non, j'ai plus d'arguments pour le présenter. Donc, je me dis que, oui, je n'ai pas beaucoup changé. Je reste pour le changement de cette Constitution. Parce que cette Constitution... Donc voilà pourquoi vous n'êtes pas content de John Kerry, quand John Kerry demande qu'on respecte la Constitution. J'en viens. J'ai des arguments adéquats pour essayer de dissiper votre subjonction qui depuis semble flouer votre imaginaire. Je dis que nous sommes pour le changement de la Constitution. Maintenant, qu'est-ce que le problème de John Kerry vient faire? Parce que John Kerry a demandé de respecter la Constitution. On respecte la Constitution. J'ai vu comment vous n'êtes pas content de lui. J'arrive. Je sais que le Congo est géré. On a un président qui s'appelle Sassou Nguesso et une majorité aussi forte. Une majorité forte à l'Assemblée. Nous avons tous les niveaux de pouvoir. Donc, à ce titre, je ne vois pas ce que John Kerry vient chercher là-dedans. Donc, je dis ceci.
Je suis pour le changement de la Constitution. OK? Pour tout simplement consolider notre jeune démocratie. Parce que nous ne pouvons pas, étant jeune démocratie, accepter l'idée de voir le pouvoir entre les mains d'un seul homme. Et si nous aimons réellement notre président, moi qui vous parle, je suis sassouiste, pour le protéger, si aujourd'hui... Mais ça veut dire... J'arrive. Si nous voulons le protéger, si nous sommes réellement pour lui, mais il faut revoir cette constitution. Parce que si on ne fait pas attention en laissant ça comme ça, ce n'est pas pour rien que le président est taxé de tous les qualificatifs que vous entendez. Oui. Octocrate, dictateur, tout ça. Pourquoi? Parce qu'il a tous les pouvoirs. C'est un roi, il a tous les pouvoirs. Et l'exécutif arrimé à la première instance. Ça, c'est dangereux pour la démocratie. Ça entrave toute bonne volonté de transparence dans l'exercice, n'est-ce pas, de certains, dans l'attribution de certains dans leur travail. La preuve l'a donné l'agence Centrafrique sans vous demander. Voilà, donc pour ces raisons-là, il faut changer cette constitution. Maintenant, nous devons aussi comprendre une chose très importante qui est celle de dissocier la personne de M. Sassou Nguesso au changement de la Constitution qui d'ailleurs ne peut que nous rassurer pour la fuite dans ce chemin que nous avons choisi, ce chemin démocratique. Voilà, donc pour ces termes-là, oui, rien que pour ça, nous devions, nous, en mettant un peu à côté notre intellectualisme pour faire ressortir notre intellectualité, qui est même mieux, commencer à comprendre qu'est-ce qui est mieux pour l'intérêt général. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qui est mieux pour l'intérêt général? Est-ce que, puisque vous m'avez parlé de Facebook tout à l'heure en lançant mon nom pour leur dire que j'étais votre invité, vous l'avez constaté si vous lisez bien ma toile, c'est un débat que je tiens depuis toujours. C'est vrai. Et ma position est connue, je dis, et les gens ne sont pas loin de moi sur ce sujet. Même les plus radicaux disent que oui, M. Moani, mais c'est après le départ de Sassou. C'est le fait de mettre le nom du président Sassou Nguesso dans le changement de la Constitution qui, moi, me désole. Parce que on doit... Ben voilà, c'est la République, la Constitution, c'est la République. C'est la République. Pour le meilleur ordonnancement de notre pays, il faut la changer. Il faut la changer. Et puis moi, en tant que jeune député, je ne veux pas attendre la fin de mon mandat. Je suis même peut-être pas sûr qu'il y aura... Voilà. Donc, je veux quand même vivre la démocratie maintenant que je siège. D'accord. Voilà. Bon, on va observer un moment d'interruption pour la publicité. Quand on va revenir, vous avez apporté une petite nuance. Est-ce que ce changement, vous ne voulez pas que ça change parce que vous voulez que Sassou Nguesso reste éternellement au pouvoir, ou vous voulez que ça change, mais sans lui?